J'ai connu Bastide à la fin de sa vie, mais à l'extrême fin de sa vie, il était hospitalisé. Ça devait être quelques jours avant sa mort. Alors, Devreux, il avait très peu d'amis dans l'université. Il était fâché avec tout le monde, mais il avait un seul ami, c'était Roger Bastide. Parce que vous vous souvenez, c'est lui qui a préfacé Bastide les essais d'ethnopsychiatrie. Et je crois que c'est moi qui lui ai appris à Devreux la mort de Bastide. Il était extrêmement affecté. Autant Devreux était pessimiste, il pensait... Devreux, il était pessimiste comme Freud. Il avait l'idée que les sociétés contemporaines allaient vers la catastrophe, la déculturation. Et Bastide, c'était l'inverse. Bastide, il dégage un optimisme. Moi, finalement, j'ai suivi un peu l'intuition de Bastide en m'engageant dans le camp d'Omblay, qui est une religion afro-brésilienne qui développe évidemment un optimisme des métissages. Et Devreux, c'était pas du tout la même chose. Mais attendez, on pourrait revenir à votre question. C'est sur peut-être sur l'ethnopsychiatrie ou l'ethnopsychiatrie, c'est l'ethnopsychiatrie. Il s'agit de comprendre la dimension culturelle des troubles mentaux et la dimension psychiatrique de la culture en évitant un double écueil qui consisterait à relativiser toute la psychiatrie et à psychiatriser toute la culture. Donc pour Devreux, le critère du normal et du pathologique, c'est pas l'adaptation, parce que si on s'adapte à une culture malade, on devient fou soi-même. Et bien sûr, Devreux prenait l'exemple du nazisme, celui qui s'adaptait au nazisme. Il ne pouvait pas aller dans le sens de la normalité parce qu'il s'enfonçait dans l'approbation d'une culture malade. Donc l'expérience, ce que vous me demandez, c'est l'expérience du terrain. Ouais, pour moi, elle arrive au Maroc. Là, moi, quand je suis confronté à des élèves berbères, et en particulier des garçons et des filles, aux critères de supériorité des hommes sur les femmes. Donc c'est sur le tas, jeune enseignant, en classe de philo, je suis confronté à des choses que j'ignorais. Et puis en même temps, c'est extrêmement perturbant parce que moi, je commençais à enseigner comme je l'avais fait en France dans les écoles. On terminait toujours le programme avec Nietzsche, avec Sartre, et l'athéisme, il était interdit au Maroc. Donc on pouvait pas... on pouvait pas... On était menacé d'expulsion si on allait à l'inverse de ce qui était la loi marocaine. Donc là, ça a été très perturbant, cette expérience. Ça a été un peu très désagréable aussi de travailler sous un régime de dictature et ne connaissant rien au départ aux cultures arabo-musulmanes. Donc ça, c'était une expérience première. Après, l'expérience de la Tunisie aussi, j'ai été encore confronté à une autre forme de contrainte, ce qui fait que je développe un peu sur ces expériences que j'appelais tout à l'heure un contre-transfert négatif, enfin de l'adversité, de la négativité.
alors que lorsque j'arrive au Brésil, c'est tout à fait le contraire. Alors, donc, moi je me souviens, donc, mon premier livre c'est l'ethnopsychiatrie, c'est aux éditions universitaires. Après j'écris un deuxième livre qu'on me demande pour la collection Que sais-je. Et puis j'aborde la question des messianismes, de la possession et de l'utopie dans un bouquin qui s'appelle Les trois voies de l'imaginaire. Hein. Et là, il m'apparaît que l'imaginaire social se développe à partir de ce que j'appelle trois voies. Le messianisme, qui est la réponse d'une société menacée qui transforme son désespoir en espérance. Dans le messianisme, on est dans une logique de l'attente du Messie, du prophète, alors que la possession, c'est plus attendre la réalisation d'un âge d'or, mais la réaliser physiquement dans des comportements de transe et de possession. Et la troisième figure de l'imaginaire qui m'apparaît, c'est l'utopie, qui est, pour moi, qui est très proche du totalitarisme, l'utopie qui est la passion de la perfection, et qui est la fin de l'histoire. Donc, je me souviens, je travaille là-dessus, et donc je suis confronté, et très tôt je suis intéressé par, on va dire, les phénomènes religieux. Hein. Alors là, comment dire, c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, on va dire personnellement, je vais dire d'abord personnellement, et puis après sur les terrains et les objets de recherche, je nais dans une famille catholique. Je fais des études à Paris au collège Stanislas, qui est une éducation qui est très proche de celle des jésuites. Et puis, en même temps, très vite, je suis hostile à ce qui est clérical, à ce qui est ecclésial, à ce qui est papal. J'ai une époque où je passe par le protestantisme, très probablement sous l'influence de Paul Ricoeur. Et je suis même des cours de théologie à la faculté protestante de Paris. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai une sympathie pour ce protestantisme libéral, ce protestantisme qui travaille sur l'écriture, le texte. Et puis, plus tard, mais beaucoup plus tard en Amérique latine, avec un groupe de collègues, nous étudions la montée des pentecôtismes au Brésil, en Équateur, au Mexique. Et là, évidemment, je me trouve confronté à une figure du protestantisme, du néo-protestantisme, que je n'aime pas du tout, qui je trouve extrêmement contraignante et extrêmement dangereux. D'ailleurs, c'est ça qui a fait le succès de Bolsonaro, les évangélistes au Brésil. Je suis initié dans la religion du candomblé, j'en parlerai plus en détail plus loin. Et aujourd'hui, je reste profondément marqué par cette expérience du candomblé qui est du polythéisme, qui est donc du multiple, donc ce vers quoi je vais. Et puis, travaillant en Asie, il y a quelque chose qui me marque beaucoup. C'est comment j'appellerais ça, le taoïsme diffus. Vous voyez, que j'ai rencontré en Chine, qui se rencontre également au Japon. Le taoïsme, c'est pas du tout un théisme, c'est une espèce de philosophie dans laquelle on introduit du vide, dans laquelle on introduit du rien, ce qui me convient très bien. Mais alors, pour revenir aux religions, les religions, je trouve que ce sont des inventions symboliques d'une puissance inouïe. Et aujourd'hui, on est confronté aux orthodoxies les plus intégristes et aux
hétérodoxies les plus exotiques. Alors, vis-à-vis des religions, j'ai un sentiment double. Pour nous, en anthropologie, les religions, ce sont des expressions du social. Ce sont des... La religion, la croyance religieuse ne peut pas se comprendre si on ne la met pas dans son contexte et si on ne l'étudie pas par rapport à des rapports de domination dominants. Et Georges Bataille disait que la religion, c'était une cristallisation du langage, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vraie. Mais alors, je pense qu'en anthropologie, on doit penser comme ça, mais aussi on doit tenir compte de l'expérience du croyant. Et je crois que le savant ne doit pas réduire le croyant. Il y a quelque chose dans ceux qui croient qui nous oriente vers les questions du mal, du rapport des morts et des vivants, de la mort et de la vie. Il y a quelque chose dans le religieux que n'arrivent pas à dire les sciences humaines et sociales. Mais la religion, c'est pas la religion, c'est pas le sacré, c'est son organisation, c'est son institutionnalisation, c'est sa gestion. Et j'aime bien ce que dit Henri Méchani quand il dit la religion est une catastrophe qui est arrivée au divin. C'est-à-dire que dans la religion, il y a toujours ça, il y a toujours une institutionnalisation qui va conduire à de la pesanteur, qui va conduire à de la... Comment dire ? Il y a à la fois de l'intégration sociale, c'est le sens du terme religieux. Religieux, c'est ce qui relie, et il y a de la différenciation culturelle. Donc, chaque fois qu'on aborde la question du religieux, des religions, de la croyance, on se trouve confronté à de la complexité et de l'ambiguïté. Donc j'ai toujours cette position un peu très proche de Bataille, qu'il appelait l'athéisme mystique. Je suis toujours fasciné par les manifestations des religions et en même temps soupçonneux par l'idéologie qu'elles peuvent véhiculer. On rappellera quand même que les premiers anthropologues détestaient les religions, qu'elles cherchaient à les réduire à des expressions sociales. Et puis, ce qu'il faut dire également, c'est que la religion, ce n'est pas une catégorie qui existe partout. En Chine, il n'existe pas une instance qui s'appelle le religieux. C'est le rapport aux ancêtres. C'est le rapport aux ancêtres, c'est la filiation, mais il n'y a pas de... Cette notion de religion que nous importons dans le monde entier, elle vient quand même, d'une institutionnalisation chrétienne. On ne peut pas la projeter partout de la même manière. Bon. Donc pour résumer, vous voyez, bon, c'est toujours le religieux, c'est toujours une préoccupation. Surtout aujourd'hui, on voit ce qui n'était pas prévu, quoi. On avait parlé dans les années 70 de la fin des religions, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Aidez-moi. Il y a un livre qui s'appelle... André Malraux, il parlait du retour du religieux, et puis il y a le livre de... je ne sais plus qui, sur la fin des religions. Et on s'aperçoit au contraire qu'en ce début du XXIe siècle, elles sont une dimension du social avec laquelle il faut travailler, mais qu'il faut travailler aussi en se replaçant dans l'expérience de ceux qui croient. Je vais aussi revenir sur vos années de désapprentissage. Vous avez évoqué Bastide, vous avez évoqué Jean Rouch. Ah oui. Alors,
Ah oui, 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 oui. Alors, c'est ça. Moi, je crois, il y a... C'était l'anthropologie, moi. L'anthropologie des époques de mes études universitaires, c'était le structuralisme. C'était ce qui était vraiment la pensée dominante à l'époque. C'était Lévi-Strauss, c'était Althusser, qui a une influence considérable, c'était Jacques Lacan, c'était la première période de Roland Barthes. Et moi, j'ai jamais, comment dire, je ne suis jamais allé du côté du marxisme et je ne suis jamais allé du côté du structuralisme. Et par contre, je me souviens, il y a un film qui m'a vraiment marqué, c'est Chroniques d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin. Et là, on voit vraiment, c'est les préoccupations pour le sujet et pas pour la structure. Et ça, vraiment, ça allait dans le sens de ce que j'apprenais au contact de Paul Ricoeur. Vous voyez ? Qui était minoritaire à l'époque. Parce que la mode, c'était toujours de rechercher des structures et des structures universelles et des invariants. Et donc, c'est tout à fait à l'opposé d'une pensée du sujet. Bon, pensée du sujet, après j'écris sur le sujet, mais c'est quand même des préoccupations lointaines, anciennes, qui viennent du premier philosophe qui a vraiment posé ces questions, qui est Kierkegaard, qui est la pensée existentielle. Vous avez évoqué aussi votre expérience en Côte d'Ivoire. Ah oui, oui. Alors donc ça c'est le premier, la Côte d'Ivoire. Alors donc j'avais été au Maroc avant, mais on ne peut pas appeler ça expérience de terrain. C'est une expérience d'un enseignant plongé dans un contexte qu'il ignorait. En Tunisie, ça a été une expérience, c'était le... Mais c'est pas moi qui l'ai choisi le terrain, c'est le CNRS qui m'a demandé de travailler sur les rites de préparation au mariage. Par contre, en Côte d'Ivoire, là j'y suis resté longtemps. Et j'ai travaillé dans... C'était vraiment le premier travail au long cours sur les Baoulés, donc qui est une population importante autour de Bouaké. Et là, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les représentations de la maladie, de la santé, de la guérison. Donc mon travail, ça consistait à aller voir les féticheurs, c'est-à-dire, on va dire, les guérisseurs, la médecine traditionnelle, dans lequel évidemment il y a une dimension religieuse. Et donc je voyais ce qu'ils faisaient, et puis qui commençait par la divination, qui pouvait se terminer par des rites d'exorcisme. Et puis j'allais aussi à l'hôpital de Bouaké, où je voyais comment les médecins, qui étaient français et ivoiriens, et les infirmiers, qui étaient toujours ivoiriens, tentaient de soigner les malades dans des conditions précaires. Là, j'avais décelé, il y avait deux types d'interprétations, il y avait deux types de symptômes. Il y avait la bouffée délirante qui était provoquée par une agression, c'était souvent ça. Et il y avait, ça c'était encore plus manifeste, c'était la sorcellerie, que j'ai appelée la maladie des élèves. Donc moi ce que j'ai trouvé, il y avait un malaise de cette population, acculturée, prise en étau entre deux modèles, un modèle traditionnel avec les fétiches, et un modèle plus moderne qui était la sorcellerie. Et c'est dans ce domaine, quand il y a de la sorcellerie, que se profilent les messianismes. Donc toute cette époque-là
Moi, j'ai travaillé sur les médecines populaires, sur les médecines parallèles, sur ce qui échappe à la psychiatrie classique. C'était ça a été ma première expérience de l'Afrique c'est d'ailleurs c'était le titre de ma thèse avec Georges Devreux, qui s'appelait Anthropologie de la maladie. D'ailleurs, ça a été un peu difficile parce que Georges Devreux, il est mort quelques semaines avant ma soutenance de thèse. Et donc, comme il avait vraiment un ami dans l'université, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé, c'est sans doute, je ne sais pas, vous voyez qui c'est Louis-Vincent Thomas. Donc lui travaillait sur la mort en Afrique noire. C'est lui qui a finalement repris la direction de ma thèse que j'ai soutenue à la Sorbonne. Donc ça, c'était toute la période africaine qui a précédé le Brésil. À l'époque, est-ce que vous aviez vu les films de Jean Rouch? Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Moi, un noir, également. Alors attendez, rappelez-moi. Jaguar. Oui, oui, mais il y a un film plus que ça qui m'a beaucoup marqué, qui se passe au Ghana, sur la transe. Sur la Maître fou. Les maîtres fous, absolument. Les maîtres fous, oui, oui, oui. Là, c'est des choses que j'ai retrouvées au Brésil. Vous vous souvenez de ce film, il est absolument incroyable. Hein. Ce qui ne peut être réalisé dans la réalité et projeté dans l'imaginaire et rejoué dans l'imaginaire. Cette espèce de psychodrame qui joue les relations complexes, contradictoires de domination entre les maîtres blancs et les esclaves. Quoi. Alors évidemment, là, j'ai trouvé qu'il y a... Je pensais, et je pense toujours qu'il y a quelque chose dans le cinéma qui est en avance sur l'anthropologie académique, sur l'anthropologie universitaire. Vraiment, là, ce film, il a beaucoup marqué et il a vraiment posé problème hein, pour les Africains hein, qui l'ont refusé parce qu'ils voyaient quand même une mainmise du colonialisme, ce qui était le contraire, hein, le contraire de ce que voulait faire Jean Rouch, puisqu'il mettait en évidence toute la cruauté hein, et toute la violence de la domination coloniale. Donc c'est un film indispensable. Ça m'a marqué beaucoup plus que l'anthropologie universitaire que moi j'ai pas suivi. Au début, j'ai pas une formation en anthropologie. J'ai suivi les cours de Lévi-Strauss, qui n'a eu aucune influence sur moi. Vous trouviez ça étrange non, pas du tout. Non, pas du tout étrange, mais je n'ai jamais arrivé à croire dans la pensée des invariants, dans les structures universelles de la parenté. J'ai pris une autre voie, mais j'admire presque ce caractère têtu de Lévi-Strauss, vous voyez, qui du début à la fin dit non, le sujet n'existe pas, c'est un effet de surface, ce qu'il faut comprendre, c'est les structures inconscientes de la parenté, les structures inconscientes des mythes, mais bon, c'était presque un massif, Lévi-Strauss. Contre lequel je devais lutter, mais vous ne pouviez le faire qu'en étant un peu dans les marges de la discipline. Hein, on voit que quand même, là, de Lévi-Strauss à Philippe Descola, pas du tout François Héritier, de Lévi-Strauss à Philippe Descola, dans l'anthropologie des Français, dans l'anthropologie parisienne, il y a quelque chose il y a une tendance qui n'est pas la mienne. Mais bon. Mais c'est important qu'il y ait de la diversité, c'est important qu'il y ait des tendances et des contre-tendances. Ça s'appelle la démocratie. Ce qu'on retrouve aujourd'hui hein, dans ce qu'on appelle les ontologies
sais que c'est important dans le Québec, au Québec aussi, d'où vous venez.